Depuis 2011-2012, la guerre en Syrie, vous savez, il n'y a pas eu d'intervention militaire directe occidentale, à part quelques cas isolés, mais il y a eu, cela dit, une intervention militaire sous forme d'aide militaire accordée aux insurgés contre le régime syrien, là aussi, des raisons invoquées étant humanitaires. Enfin, pour terminer, il y a le cas des guerres contre les langues extrémistes islamistes, qui là aussi ont été lancés pour d'autres motifs, mais pour lesquels ont été aussi ajoutés des motifs humanitaires. Alors, si j'en reviens donc à nos deux invités, Bernard Kouchner, qui est, vous savez, le promoteur du droit d'ingérence humanitaire, droit ou devoir d'ingérence humanitaire, a très largement soutenu tous ces guerres, en considérant qu'elles étaient nécessaires pour protéger les populations du crime commis à l'enfant. René Broman, lui, les a plus souvent contestées, en considérant qu'elles n'étaient pas la bonne solution. Elles avaient souvent été lancées sur la base d'affirmations exagérées ou mensongères, et que leurs conséquences, y compris sur le plan militaire, avaient été le plus souvent négatives. Alors, ce problème donc des guerres humanitaires occidentales sera le premier terme de ce débat. Et donc, on verra quel bilan nos invités font aujourd'hui du passé, et si leurs points de vue peuvent ou non converger à l'avenir. Alors, le deuxième thème de ce débat sera ce qu'on appelle, donc, ça a été déjà mentionné, le droit international humanitaire. Donc, vous le savez, le droit international relatif aux conflits armés, relatif à la guerre, comprend en gros deux parties. Le droit à la guerre, en quelque sorte, qui définit les conditions sur lesquelles un État peut ou non décider une intervention armée dans ou contre un autre pays. Et puis, il y a donc ce qui s'appelle le droit international humanitaire, qui est un droit qui s'applique spécifiquement aux conflits armés et qui vise à définir des règles de conduite dans la guerre. C'est un droit donc, qui est basé à la fois sur le traité et sur ce qu'on appelle le droit coutumier. Et c'est un droit, c'est-à-dire, qui aujourd'hui s'est beaucoup développé, mais qui présente encore beaucoup d'incertitudes. Il présente beaucoup d'ambiguïté au niveau de ces règles, qui sont souvent incertaines et limitées. Et il y a aussi des questions au niveau de la pertinence des règles en question au vu de l'évolution des conflits, et des questions évidemment au vu de la manière dont le droit international est appliqué par les différentes parties au conflit. Donc là aussi, dans ce domaine, on verra ce que nous dirons, ce que pourront nous dire nos invités. Ce sera donc le second thème de ce débat. Alors, le troisième thème concernera les menaces actuelles qui, en plus de la guerre, sont un danger pour la sécurité des habitants de notre planète. On peut citer, entre autres, le surarmement intensif dans le monde, le problème particulier de l'arme nucléaire et le problème du changement climatique, qui est en partie à l'origine des tensions et des guerres dans le monde. Voilà, voici les trois thèmes qui vont être débattus. Alors pour terminer, je vais faire une petite remarque plus ou moins personnelle. Moi j'ai écrit plusieurs livres dans le passé sur les droits de la guerre, et j'ai écrit aussi un roman où sont traitées toutes ces questions de manière romancée, et dans ce roman qui s'appelle Un combat pour la paix, qui vient d'être réédité cette année dans une version élargie, on trouve deux personnages principaux, un homme et une femme. Le premier devient de plus en plus pessimiste et dépressif devant les guerres, devant les tragédies dans le monde, et devant les menaces de l'insurrectionnalité, là où l'autre, au contraire, le second personnage, au contraire, tout en restant lucide, conserve l'espoir de l'avenir de l'humanité. Alors, selon les jours, moi je pense plutôt d'un côté ou de l'autre, plutôt pessimiste ou plutôt optimiste, et bien on verra ce qu'il en sera après ce que nous auront dit nos deux invités. Voilà. Donc, pour moi, voilà la petite introduction que je vais faire, avant de passer au thème. Et alors maintenant, je suis très content de passer la parole au député de Baye, que nous remercions très chaleureusement, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu organiser ce débat. Le député, donc ça a été dit, qui est un des deux gens de la mission d'information de la Commission des Affaires étrangères sur les problèmes du droit international humanitaire. Donc, je laisse la parole. Merci. Merci à vous. Écoutez, je voudrais, mesdames et messieurs, M. Broman, M. Kouchner, M. Capot, je voudrais
à mon tour m'associer à ces chaleureux remerciements, à ces remerciements que vous avez exprimés, cher Daniel Lago, dans votre propos introductif. Je suis particulièrement, pour ma part, permettez-moi de le dire, heureux, très heureux d'accueillir non seulement deux intervenants de qualité, mais singulièrement M. Kouchner, que j'ai eu l'occasion de croiser il y a pas très longtemps, en 2002, lorsqu'il a contribué à mettre en place cette fameuse structure de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, dans laquelle j'ai servi pendant une dizaine d'années, aux côtés d'un de vos confrères qui vous est aussi cher, Dominique Martin. C'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir ici après ces quelques années. Vous l'avez dit, il serait vain de vouloir retracer le parcours respectif de M. Kouchner et de M. Roman dans le temps qui nous a imparti. Et on ne peut que vous dire, on ne peut que vous demander d'accepter notre plus vive reconnaissance pour votre présence parmi nous ce soir. Permettez-moi aussi d'associer à cette reconnaissance toute l'admiration dont je peux faire montre à l'endroit de figures que l'on peut qualifier sans exagération de monstres sacrés de l'humanitaire. Et enfin, je voudrais aussi remercier Daniel Lago, la DIF, et ses équipes pour l'organisation de cet événement. Alors ces remerciements, vous l'aurez compris, je les formule en nom propre, mais également au nom de la mission d'information parlementaire portant sur le droit international humanitaire à l'épreuve du conflit, mission dont j'ai l'honneur d'être le co-rapporteur aux côtés de mon collègue de Polynésie, Motaï Roserson, qui malheureusement, vous l'aurez compris, est retenu en circonscription à plus de 15 000 km d'ici. On aurait aimé être là-bas aussi, faire peut-être cet événement là-bas. Alors c'est vrai que nous sommes sensibles aux conséquences désastreuses des conflits armés faisant actuellement rage dans le monde, et c'est pour cela que nous avons souhaité, avec l'appui bien évidemment de la Commission des Affaires étrangères à laquelle nous appartenons, et j'en profite aussi pour saluer mes collègues, commissaires de la Commission des Affaires étrangères qui sont là aussi parmi nous. Nous avons donc souhaité, avec cet appui de la Commission, procéder à un travail de fond de nature à permettre à la représentation nationale de s'approprier tout élément utile afin d'apprécier pleinement cette problématique. Cette dernière, vous l'avez dit, fera l'objet de la seconde partie du débat à venir. Si la publication de notre rapport, puisque bien entendu il y en aura un, si la publication de ce rapport n'est pas prévue avant la fin de l'année, voire au début de l'année 2020, les auditions menées jusqu'à présent ont contribué largement à mettre en lumière certains points saillants de l'application du droit international humanitaire au conflit armé actuel. Vous me permettrez, pour ne pas trahir la pensée de mon collègue co-rapporteur, de ne pas tout vous dire aujourd'hui, mais de vous offrir, en tout cas, de vous livrer les constats qui s'offrent à nous et qui sont plutôt inquiétants. Et pour ma part, j'en retiendrai deux. D'abord, la difficulté croissante avec laquelle les travailleurs humanitaires accomplissent leur mission. Et puis la seconde chose, c'est la tendance pour les belligérants à considérer les pertes civiles comme un facteur négligeable. Clausewitz disait dans son traité de la guerre que celle-ci était le prolongement de la politique par d'autres moyens. Je vous accorde que citer ici l'un des plus grands théoriciens militaires du siècle précédent peut sembler un brin provocateur. Néanmoins, peut-on imaginer une extension politique faisant fi de toute règle, prenant racine dans un charnier, avec du sang pour seul sel? Sans doute, et cette excroissance aurait un nom, à mon avis, à notre avis, elle se nommerait la barbarie. Le drapeau de l'Organisation des Nations Unies, tout comme celui de la Croix-Rouge, n'est plus respecté. Les structures sanitaires, auparavant havre universel pour les combattants, croulent désormais sous les bombes. L'action humanitaire, parenthèse salvatrice au milieu d'un conflit ou de conflits sanglants, est elle-même devenue un combat. Cette évolution des consciences, pour le pire, doit être appréciée comme concomitante aux mutations qu'ont connues les conflits armés lors de ces dernières décennies. L'émergence de nombreux groupes armés non étatiques, multiplication du nombre de belligérants au sein d'un même conflit, sont deux exemples emblématiques de ces facteurs qui complexifient encore un petit peu plus cette difficile équation que constitue la guerre.
Certes, il n'a jamais existé d'âge d'or s'agissant du respect du droit international humanitaire. Ce dernier, comme tout droit international, souffre d'une faiblesse intrinsèque, trouvant, à mon avis, sa source dans l'écart existant entre un important corpus normatif et un pouvoir de coercition pratiquement inexistant. Néanmoins, ces tendances sont cela de particulièrement inquiétant qu'elles remettent aujourd'hui en cause les principes fondamentaux qui sont le cœur même du droit international humanitaire. Je conclurai en disant qu'il serait peut-être bien naïf de croire que cet écheveau terrible puisse être dévidé d'un seul et même mouvement, et en soulignant que cet enchevêtrement complexe de facteurs opérationnels, politiques et humains ne pourrait être démêlé à l'aide d'une théorie unique qui aurait pour elle de ne souffrir d'aucune imperfection. Ma seule certitude, celle qui a motivé la création de cette mission d'information, celle sans doute qui aura motivé l'organisation de ce débat, c'est que cette réflexion, ce combat pour la paix, ne pourra aboutir qu'à condition que chacune et chacun d'entre nous, à commencer par nous-mêmes, responsables politiques, nous nous saisissions de ces problématiques à la fois diverses et complexes. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps que ça, puisque le débat sera, à mon sens, très riche en termes d'idées, de propositions. Je voudrais, sans plus tarder, donner la parole, impatient d'écouter nos deux débatteurs, à qui je souhaite, encore une fois, pour notre plus grand plaisir à nous tous, des échanges à la fois passionnés et enrichissants. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vraiment que ces débats, en tout cas, nourriront nos consciences respectives. Mais pour ma part, ces débats, soyez-en rassurés, nourriront encore davantage les travaux de la mission d'information que nous avons conduit maintenant depuis un an avec Motaï Brozerson, et je sais qu'il nous écoute, il me l'avait promis. Donc bon débat, bonne discussion avec encore une fois deux grands débatteurs que je salue encore très très chaleureusement. Je vous remercie. Il faut décider là. Je ne sais pas comment on va se dérouler. Oh ben non, je vais pas. Mais non, ceux-là. Restez là, monsieur le président. Oui, donc je reprends un instant la parole pour ouvrir le premier thème de ce débat. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de signaler, non spécialiste, c'est effectivement les deux premiers thèmes ne sont pas complètement indépendants, puisque par exemple, il a été confirmé par l'Assemblée générale puis le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans les résolutions dites sur la responsabilité de protéger, que de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire lors de conflits armés internes à un pays peuvent représenter une menace contre la paix et la sécurité internationale, ce qui permet, dans ce cas, aux Nations Unies d'intervenir si elles le souhaitent, y compris d'organiser une intervention armée sous l'égide des Nations Unies. Bien que le droit d'ingérence humanitaire, à proprement parler, souhaité depuis longtemps Bernard Kouchner, n'existait pas en tant que tel dans le droit international actuel. Voilà. Alors, on va commencer par le premier thème. Alors, je vais essayer de présenter quelques-unes des questions auxquelles j'aimerais avoir des réponses, mais bien entendu, nos deux invités pourront débattre exactement comme ils le souhaitent. Voilà, une question centrale. Quand, selon vous, donc, doit-on intervenir par la force armée, et doit-on le faire aussi, comme le proposent certains, par, entre guillemets, principe de précaution, lorsqu'on suppose ou qu'on craint, à tort ou à raison, des événements d'une exceptionnelle gravité dans un pays. Alors maintenant, toujours dans ce cadre de ces guerres humanitaires, quand, selon vous, doit-on favoriser plutôt la négociation, plutôt la guerre, négociation y compris avec des régimes qui ont été coupables de certains crimes, ou de beaucoup de crimes d'ailleurs, c'est un cas,
quand favoriser la guerre en association. La question, on peut se poser la question, par exemple, pour la guerre en Afghanistan, attention, vous négociez ou non avec les talibans, aurait-on dû commencer à le faire il y a longtemps. Et pour ce qui concerne la Syrie, a-t-on eu raison de favoriser plutôt la guerre plutôt que la négociation, en exigeant par exemple le départ préalable des principaux dirigeants du régime syrien, ou au contraire, aurait-on dû, les pays occidentaux, aurait-il dû intervenir par la force armée contre le régime syrien, y compris en dehors des Nations Unies. Donc ça, c'est une première grande question. Quand, sur le fond, sur la question de fond, quand doit-on non mener des interventions armées? Alors, la deuxième question qui concerne le droit international, la plupart, un très grand nombre des actions qui ont été menées par les pays occidentaux n'ont été soit en dehors, soit en désaccord avec le droit international tel qu'il existe à tort ou à raison aujourd'hui. C'est par exemple les interventions armées qui ont lieu en Syrie, donc sous forme d'aide militaire aux insurgés, ou les interventions directes qui ont lieu. Je ne dis pas du tout qu'elles n'étaient pas justifiées, elles chacun fait juger, mais qu'on a été en dehors du droit international tel qu'il existe. Et dans d'autres cas, elles ont été menées de manière, disons, très discutable au regard des résolutions du Conseil de sécurité qu'ils avaient soit envisagées, mais non explicitement autorisées, soit autorisées, mais avec certaines conditions. Donc voilà. Donc la question est la suivante. Est-ce qu'il faut, selon vous, est-ce qu'on doit, selon vous, passer outre au droit international dans certains cas pour raisons militaires, et éventuellement, comment, selon vous, faudrait-il modifier le droit, de quelle façon, dans quel sens? Voilà. Donc je passe la parole, je crois qu'on va commencer, si vous voulez bien, par Bernard Kouchner. Alors l'idée, vous essayez de parler chacun 5-7 minutes, chacun à tour de rôle, après vous échangerez, et vous êtes libre, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. C'est une proposition.